Arrivée dimanche 17 novembre à Kinshasa, Leila Zerougui, la représentante spéciale de l'ONU en charge des enfants en zone de conflits armés, s'est entretenue avec le chef de la diplomatie congolaise Raymond Tshibanda sur la situation des enfants affectés par ce fléau. Grâce au financement de la Banque mondiale, le projet PARS a doté le district sanitaire du Maïndombe et Plateau de médicaments, kits informatiques et frigos solaires. Ces dons s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration de la santé de la population. Antena, le journal Mami Tambou. C'est un plaisir en même temps, un honneur de vous retrouver ce soir pour suivre l'essentiel de l'actualité. La République démocratique du Congo a des garanties de la communauté internationale. Tous ceux qui enrôleront de force les enfants dans leurs groupes armés seront sévèrement punis. C'est l'essentiel des entretiens que le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a eu cet après-midi avec Mme Leila Zerougui, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour les enfants et les conflits armés. Première information du sommaire avec Patricia Armandi. Au cours de cet tête-à-tête entre Leila Zerougui, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, et le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda, il a été question de l'évolution positive de la situation sécuritaire à l'est du pays et les sanctions réservées par la justice et l'ONU à tous ceux qui recrutent les jeunes enfants dans leur rang, principalement le M23. Mais je pense qu'il y a eu, vous avez vu, il y a eu un rapport qui est sorti. Pour nous, il n'y a pas d'exception. Les recruteurs d'enfants, c'est quelque chose que nous n'acceptons pas. Le message que nous envoyons, quel que soit le pays, que ce soit des forces armées ou des groupes armés, il faut arrêter d'impliquer les enfants dans les conflits, il faut arrêter de tuer l'enfance, il faut que les enfants ne soient pas associés ni à un conflit, ni à être même en appui ou en support. C'est pas acceptable. C'est un crime. C'est clair. Nous demandons au gouvernement de tous les pays, quand des gens commettent ces crimes, et s'ils continuent de le faire, de prendre des sanctions, de prendre des mesures au niveau de la justice, au niveau de l'action. Donc c'est un message qui ne concerne pas que le M23, il concerne tous les recruteurs d'enfants. J'étais ici, vous le savez, et je l'ai toujours plaidé. Je suis contente qu'on est en train d'avancer sur cette question. Avec l'ambassadeur turc en RDC, Bekin Uysal, il s'est agi de l'intention de la Turquie de développer sa coopération avec la RDC dans le domaine militaire, économique et commercial. Ça veut dire qu'il doit y avoir des domaines de coopération du point de vue des besoins sécuritaires de la RDC, notamment selon la situation existante dans la partie orientale. On rapporte toujours avec l'Est du pays. Le patron de la diplomatie congolaise, Raymond Tshibanda, a conféré avec Eddy Maloka, représentant spécial de la République sud-africaine dans la région de Grand Lac, qui a confirmé le soutien ferme du pays de Nelson Mandela à la République démocratique du Congo. Et pour ceux qui ne le savent peut-être pas, que le président de la République, Joseph Kabila, a signé samedi une ordonnance portant création, fonctionnement et organisation du comité national de suivi des recommandations des concertations nationales. Ces comités placés sous le présidium qui est les concertations nationales et comprendra en son sein un secrétariat technique et une plénière. Justement, la société civile qui, elle aussi, a participé à ces forums organisés durant 3 jours, un atelier d'évaluation de sa participation. La rencontre a eu lieu au siège de l'ONG Agir pour des élections transparentes et apaisées sur la 3e rue du Métier, un reportage de Alain Kuké du Zembélébélé. Contribuer à la requalification du climat politique et à la consolidation de la démocratie et la paix en RDC, c'est l'objectif de cet atelier organisé par quelques réseaux de la société civile. Au cours de cette rencontre, les participants ont pu évaluer la participation de la société civile aux concertations nationales. Ceci en vue de dégager certaines options et formuler des orientations pour que les recommandations issues des concertations nationales ne restent pas lettre morte. La société civile est multisectorielle, multidisciplinaire. Et c'est pourquoi nous avons fait appel à tous les groupes qui ont participé aux concertations nationales et ceux qui n'avaient pas participé, nous qui les avons mandatés de faire l'évaluation. Et de cette évaluation, nous venons de dégager les recommandations prioritaires qui nous concernent, nous, sociétés civiles. Chaque branche ou chaque thématique en ce qui nous concerne, pour que nous puissions pouvoir faire maintenant un timing, un plan d'action
pour qu'on puisse réaliser ces résolutions sur terrain. Les membres de la société civile qui ont participé à ces travaux ont donc pu mesurer l'ampleur de la tâche. Car après les concertations nationales, le plus dur reste à faire. En tant que société civile, c'est de nous doter aujourd'hui d'une vision collective, d'une vision partagée pour que demain, notre travail sur le terrain, notre influence en tant que dynamique sociale soit celle de pouvoir relever la vie nationale et de promouvoir la cohésion entre partis, la cohésion entre les institutions et les communautés locales et pourquoi pas la cohésion entre les personnes qui participent au pouvoir. La gestion des ambitions n'est pas d'abord l'objectif de cet atelier. La société civile va se rencontrer pour voir quel est le processus en fait pour la gestion de ces ambitions. Mais ici, c'est question de voir comment nous pouvons nous approprier des recommandations prioritaires énoncées par le président de la République et quelles actions concrètes nous pouvons mener pour pouvoir le matérialiser. Ces acteurs de la société civile, après avoir approfondi les recommandations sectorielles des concertations nationales et les orientations dégagées par le président de la République, envisagent de produire un cahier de charges contenant leurs propositions concernant les actions concrètes à mener dans l'avenir. De la politique en économie, le Premier ministre Matata Ponyo a présidé comme de coutume ce lundi 18 novembre la réunion de la Troïka stratégique. L'évolution du taux de change a focalisé l'attention de l'équipe économique restreinte du gouvernement pour recueillir par Jean-Lumier Sukama. La réunion d'aujourd'hui a essentiellement porté sur l'évolution du marché de change parce qu'on a noté depuis quelque temps quelques frémissements sur ce marché qui est pourtant resté assez stable pendant une très longue période. Et donc nous avons essayé de regarder les causes probables de ces frémissements, mais aussi la situation même de l'approvisionnement de ce marché de change, donc tout ce qui touche au rapatriement de recettes d'exportation par les exportateurs, mais aussi au dynamisme même des transactions sur ce marché. Et puisque c'est des questions qui ne sont pas toujours simples, il a été décidé qu'une commission restreinte, Banque centrale, primature, budget et finances, allait approfondir l'analyse pour mieux cerner les causes de ces frémissements afin que nous puissions éviter que ce frémissement se poursuive et que donc on retrouve la stabilité du marché de change que nous connaissons depuis maintenant presque 4 ans. On ne quitte pas encore l'économie et pour le bien-être de la population congolaise, Canal+ propose à ses consommateurs 3 types de réabonnement. Il s'agit du cash, de la carte de recharge et du prélèvement. Des explications sont de José Moussangana et Hugues Moussongilari. Canal+ gagne de plus en plus du terrain avec ses produits et services répandus à peau de léopard sur toute l'étendue de la RDC. Et pourtant, on constate qu'après le premier abonnement, certaines personnes ne savent comment, où et quand se réabonner. Premier élément, c'est que l'abonné peut se réabonner en cash, c'est-à-dire en argent comptant, en venant dans nos différents points de vente, Canal+, où c'est écrit la boutique, ou chez nos distributeurs agréés, ou partout où c'est écrit distributeur agréé. Le client peut aller, il paye et les images sont directement envoyées sur sa carte. Deuxième possibilité, c'est que le client peut acheter une carte de recharge, une carte sur laquelle il peut gratter, comme pour recharger son téléphone. Il peut acheter et gratter dans tous les Pelou Stores, dans les BIAC, toutes les agences de BIAC, dans tous les points de vente. Il peut acheter avant échéance, garder cette carte, l'offrir, etc. Donc cette carte, elle est disponible donc aujourd'hui et tous les points de vente et qui sont même ouverts les dimanches pour cela. Troisième possibilité, c'est que le client peut, en ayant un compte bancaire, celui qui a un compte bancaire, souscrire à ce que nous appelons le prélèvement. Donc convertir son mode de paiement en cash et le passer en prélèvement bancaire. Et ça permet à ce que le client ne puisse plus souffrir des images qui se coupent le dimanche alors qu'il y a un grand match à suivre ou il y a une série qui s'en vient. Et l'autre nouvelle, c'est que j'annonce là officiellement que bientôt, dans les jours qui suivent, une chaîne privée locale
monter sur CanalSat. La poussée vertigineuse de nouvelles technologies s'impose à tous et Canal+, grâce à la qualité de ses produits, multiplie les stratégies afin d'être à la hauteur des attentes de ses consommateurs. En attendant cette bonne nouvelle de Canal+, encore cette bonne nouvelle de la compagnie SAA qui a une bonne nouvelle pour ses voyageurs. Eh bien, South African Airways offre désormais dès ce 10 décembre de vols supplémentaires tous les mardis et samedis, la nuit, à partir de Kinshasa vers la destination de votre choix, et c'est partout dans le monde. SAA est donc disposé à vous servir et vous offrir sécurité, confort et bonne humeur. Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter votre agence de voyage habituelle ou le bureau de SAA, 6 avenue Ngongolu Tété, numéro 6147 sur le boulevard du Tondjoin à Gombe. Je vais donc reprendre que South Africa Airways vous offre désormais dès ce 10 décembre de vols supplémentaires tous les mardis et samedis la nuit à partir de Kinshasa vers la destination de votre choix, et ce partout dans le monde. SAA est donc disposé à vous servir et vous offrir sécurité, confort et bonne humeur. Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter votre agence de voyage habituelle ou le bureau de SAA, 6 avenue Ngongolu Tété, numéro 6147 sur le boulevard du 30 juin à Gombe. Je le dis en ouverture que le district sanitaire de Mai-Ndombe et Plateau a bénéficié de l'appui du PARS le 14 novembre dernier. Le projet d'appui à la réhabilitation du secteur de la santé financé par la Banque mondiale a doté les zones de santé de ces districts de médicaments, kits informatiques et frigos solaires pour renforcer la chaîne de froid de l'antenne de PEV. Polydangaziani. C'est le mercredi 13 novembre 2013 à 12h30 précise que la délégation du PARS, conduite par son coordonnateur, le docteur Jacques Wangata, a foulé le sol de la cité d'Inongo. Objectif, remettre au district sanitaire de Mai-Ndombe et Plateau des médicaments, kits informatiques et frigos solaires pour renforcer la chaîne de froid de l'antenne PEV d'Inongo. Tout a commencé par la visite de l'hôpital général de référence d'Inongo, visite qui a permis au numéro 1 du PARS de se faire une idée sur les problèmes et besoins que prouve cette formation médicale. La cérémonie de remise des médicaments, kits informatiques et frigos solaires est intervenue au lendemain de l'arrivée de la délégation devant le bureau central du PARS Inongo et en présence des autorités administratives de la cité d'Inongo, des médecins chefs de zone et des habitants. L'honneur est revenu au médecin-chef de district de prendre en premier la parole. Il a remercié la Banque mondiale et le PARS pour ce don et a promis un bon usage. Nous étions désespérés quand le projet PARS 1 prenait fin. D'aucuns se posaient la question de savoir qui d'autre pourrait venir à notre rescousse. Nous sommes, alors Dieu ne dort pas, nous voici encore revivre la saveur du projet PARS 2. Que nous saluons de tout cœur. Ce don, dont la valeur est estimée à 1 500 000 $ américains, est la réponse du gouvernement aux problèmes de santé de la population congolaise, a indiqué le coordonnateur du PARS, qui a exhorté les bénéficiaires à une bonne utilisation après avoir évoqué les raisons ayant présidé au choix de ces équipements. Nous souhaiterions vraiment qu'il y ait une gestion, un regard tous azimuts de la population, des autorités locales, pour que tout cela serve dans la transparence voulue à une utilisation pour améliorer la qualité des services de santé que la Banque mondiale et le gouvernement voudraient apporter à la population en termes de réponses aux fléaux qui nous préoccupent, en termes de réponses aux différentes difficultés que nous avons. La joie était perceptible du côté des bénéficiaires qui, du reste, ont exhorté la Banque mondiale et le PARS à poursuivre leur appui. Le coordonnateur du PARS a insisté sur l'accessibilité des patients aux médicaments quant à leur prix. Il a annoncé le prochain approvisionnement de ce district sanitaire resté longtemps sans appui, en promettant qu'une évaluation des performances dans différentes zones de santé sera faite conformément à l'approche PBF, c'est-à-dire le paiement basé sur les performances. Le reportage de Polydangaziani nous pousse à parler de l'hygiène bucco-dentaire. Attention, la consommation excessive des sucreries peut emmener à la carie dentaire. Comment s'y prendre pour ne pas détruire sa dentition et prévenir ce mal? Un dentiste de l'hôpital général de référence de Kinshasa en parle dans ce reportage de nos reporters Lydia Elambo et David Timbeni.
La carie est une destruction ou une avarie des ladons. Visiblement, elle est perçue par la présence d'une cavitation vulgairement appelée trou. C'est une maladie causée par la consommation des sucreries et la mauvaise hygiène buccale. Ceci provoque la destruction des ladons et conduit plus tard à l'extraction des ladons détruites. Comment soigne-t-on la carie dentaire? Dr Yolande Bia à l'hôpital général de Kinshasa a fourni des éclaircissements. Comment le soigner? Nous disons d'abord que le malade doit se présenter dans un cabinet dentaire et ça dépendra de plusieurs étapes. Donc ça dépendra de la gravité de la carie. Et quand le malade nous revient, nous devons voir d'abord c'est à quel niveau. Si c'est juste au niveau de l'émail, ou c'est juste au niveau de la dentine ou au niveau de la pulpe. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Le docteur Yolande Bia a évoqué également certaines habitudes à cultiver pour éviter la carie dentaire. Puis pour le brossage, nous avons des mouvements vraiment bien déterminés. Pour les dents inférieures, nous partons du rose au blanc. Le rose, c'est la gencive et le blanc, c'est la dent. Donc c'est du rose au blanc, fait verticalement. Et pour les surfaces truturantes, là où nous mâchons, nous devons faire 10 fois, à gauche, à droite. N'oublions pas la langue. Nous devons aussi nettoyer la langue, ce que nous appelons kékélé, donc un gratte-langue. Hormis la carie, il existe d'autres maladies bucco-dentaires telles que la kyste, la fracture et même les cancers. En somme toute, pour éviter d'attraper toutes ces maladies allant, une bonne hygiène buccale s'impose. À bon entendeur, salut. Polydor Gazami s'est rendu dans le kiosque à journaux aujourd'hui pour sélectionner les grands titres de parution de ce jour. Revue de presse. Les Congolais sont toujours dans l'attente du gouvernement de cohésion nationale pour lequel 2 scénarios seraient sur la table de Kabila selon Forum des As paru ce 18 novembre. En effet, pour le quotidien, le cœur du Raïs balancerait entre une architecture gouvernementale faite d'un Premier ministre technocrate flanqué de 3 vice-premiers ministres et un attelage comprenant un chef du gouvernement politique encadré par 3 adjoints dont un serait l'archétype du col blanc. La prospérité de son côté s'est attardée sur la pression que subit Kinshasa au sujet des pourparlers de Kampala. Le journal s'appuie sur le balai diplomatique du vendredi dernier au bureau de la représentation nationale où Aubin Minakou a reçu tour à tour le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Kobler, le nouvel ambassadeur des USA en RDC et celui du Maroc. Pour Martin Kobler, il est vraiment important de conclure maintenant quelque chose parce que le problème du M23 ne disparaîtra pas, d'autant plus que ce sont des Congolais, des compatriotes qui doivent rentrer au pays. Et selon Boubacar Diarra, affiche la cloche, le M23 ne peut pas rester indéfiniment en Ouganda. L'envoyé spécial de la présidente de la Commission de l'Union africaine dans la région des Grands Lacs souhaite voir un accord de fin de la guerre être signé entre le gouvernement de la RDC et le M23. Après l'ex-rébellion du M23 parrainée par le président rwandais Kagame, signale la manchette, c'est le tour de l'Ougandais Yoweri Museveni de récidiver. Ce dernier serait en phase de préparation d'une nouvelle rébellion ayant pour objectif de continuer la déstabilisation de la partie est de la RDC. Le chef d'État ougandais viserait, selon les mêmes sources évoquées par le quotidien, l'exploitation du pétrole dans le lac Albert, dans le district de l'Ituri, en province orientale. Entre-temps, peut-on lire à la une des dépêches de Brazzaville, l'étau se resserre de plus en plus sur les groupes armés encore actifs dans l'est de la RDC. Un appel pressant leur a été lancé depuis Goma par le chef d'état-major des forces armées de la MONUSCO, les exhortant à déposer les armes au risque d'y être contraints. La référence plus annonce la visite du président national de l'UNC, Vital Kamerhe, dans son fief de l'Est, c'est-à-dire Goma, Rutshuru, Bunagana, Butembo, Beni et Bukavu, ville où s'observe une grande mobilisation politique depuis quelques jours. Réveillé par cette annonce, poursuit le confrère, une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur Richard Mouyège est arrivée hier dimanche à Goma en route pour les territoires libérés de Rutshuru et de Nyiragongo. Le titre est alarmant. C'est l'impression que donne la manchette du journal Le Phare qui parle de la RDC sous le régime du couvre-feu.
Il est question de la proposition de loi présentée samedi 16 novembre au Palais du Peuple par le député Sessanga, fixant les règles relatives à la liberté de réunion et les mesures d'application. En effet, alors que dans son exposé de motifs, l'auteur affirme que les libertés de réunion et de manifestation font partie du noyau dur des droits de la personne humaine, il surprend au niveau du corps de son texte en les enfermant dans un régime policier, c'est-à-dire en déclinant des mesures telles que l'interdiction de tenir une réunion publique ou privée au-delà de 22 heures. Ce qui intrigue, ajoute le journal, c'est quand il souligne à l'alinéa 1er de l'article 12 que la réunion publique ou privée est libre. Il laisse tout le monde dans le flou en restant muet sur les motivations de la limitation des temps. Enfin, l'Observateur annonce la création par ordonnance présidentielle du comité de suivi des concertations nationales. Cette ordonnance a été signée le 16 novembre dernier et ce comité sera animé par les présidents des deux chambres du Parlement. Bon début de semaine sur Antenne 1. Au revoir. C'est tout pour ce soir. Merci infiniment d'avoir été avec nous. N'oubliez surtout pas de suivre demain mardi à partir de 17h30 votre émission sociopolitique Agora, thème concertation nationale. Et après, en attendant de vous retrouver demain à 19h pour la grande édition du journal, je vous retrouve donc à 17h30 avec le même plaisir. Bon début de semaine.